Alors, corrigeons l'exercice 21, page 151. On nous parle du saccharose qui est contenu dans une betterave sucrière et qui est extrait avec de l'eau. Et à la fin de l'extraction, on nous dit qu'on recueille une solution aqueuse S de saccharose et on réalise ensuite une hydrolyse à l'aide d'un montage de chauffage à reflux. Et on nous donne l'équation de la réaction qui a alors lieu. Alors, première chose, en question 1A, il va falloir identifier et nommer l'un des groupes caractéristiques présents dans la molécule de saccharose. Alors, je vous ai recopié ici la formule semi-développée de la molécule de saccharose qu'on nous donnait dans les données en bas de l'exercice. Et donc, ici, on doit trouver quel groupe caractéristique est présent. Donc vous avez sans doute remarqué qu'on avait à de nombreuses reprises des groupes OH, donc des groupes hydroxyles. Ensuite, question B, proposer une explication à la grande solubilité du saccharose dans l'eau. Le saccharose, c'est tout simplement le sucre. Le sucre en morceaux est du saccharose. Et donc là, on se propose d'expliquer pourquoi il est très soluble dans l'eau. Alors, si on regarde la structure de la molécule avec tous ces groupes OH, on avait vu que les molécules polaires ont tendance à être solubles dans des solvants polaires. L'eau, bien sûr, est un solvant polaire puisqu'on avait vu que l'eau H2O a donc des atomes d'oxygène qui sont très électronégatifs et des atomes d'hydrogène qui sont peu électronégatifs, donc qui vont porter une charge partielle positive. Donc on avait vu que du coup les charges partielles positives sont centrées ici et les charges partielles négatives sont centrées ici. Donc pas au même endroit et du coup on a une molécule polaire. Donc quand vous avez des groupes OH, très souvent vous avez des molécules polaires et en plus on avait vu qu'il y avait certaines liaisons qui pouvaient s'établir entre les molécules et ici le fait qu'on ait un atome très électronégatif relié à des atomes d'hydrogène, ça va faire qu'on va avoir comme type de liaison des liaisons hydrogènes. Donc sans doute que les molécules d'eau vont entourer la molécule de saccharose en positionnant les hydrogènes en face des oxygènes et inversement les oxygènes en face des hydrogènes. Donc ça, ce que j'ai schématisé sont des liaisons hydrogènes. Et on va comme ça avoir plein de molécules d'eau tout autour qui vont donc pouvoir entourer avec à chaque fois des liaisons hydrogènes. Et on va voir ça sur chaque groupe hydroxyle. Voilà, donc pour la question 1B, il faut expliquer donc qu'on a des liaisons hydrogènes qui s'établissent entre les molécules d'eau et les molécules de saccharose. Ensuite,
Question 2A, schématiser et légender le montage de chauffage à reflux. Alors pour le montage de chauffage à reflux, j'ai commencé à vous faire le schéma. Je vais juste rajouter les légendes. Donc ici, on a le réfrigérant à eau. Ici, le chauffe-ballon. Avec le ballon juste au-dessus. Dans ce ballon, on va préciser ce qu'on a mis. Donc ici, ils nous précisent qu'ils ont mis une solution aqueuse de saccharose. Qui s'appelle S. En dessous du chauffe-ballon, on a un élévateur qui permet, au cas où la réaction s'emballe, de pouvoir descendre le dispositif de chauffage pour que le chauffage soit arrêté immédiatement. Je ne vous ai pas précisé que l'entrée d'eau se fait par le bas. Alors que la sortie d'eau se fait par le haut. Afin de bien refroidir, l'eau va circuler dans la partie externe ici. Et donc, elle n'a pas le choix, elle est obligée de remplir complètement le réfrigérant pour pouvoir ressortir par le haut. Et puis, donc, on n'a pas légendé le support ici. On a ici une noix qui permet de fixer la pince. Voilà, je pense que la légende est complète. Question 2B, le rôle du réfrigérant. Alors, le réfrigérant, il sert bien sûr, comme son nom l'indique, à refroidir. Il refroidit les vapeurs qui vont monter dans le tube intérieur. Ce qui va avoir pour effet de les recondenser. Et donc, elles vont retomber dans le ballon, ce qui fait qu'on n'aura pas de perte de matière. Ensuite, question 3, la chromatographie. Alors, la chromatographie, vous avez une chromatographie de représenter sur le livre, celle-ci que j'ai recopiée ici, et on nous demande de la compléter. Alors, en A, c'était le saccharose de référence, en B, le glucose de référence, et en C, le fructose de référence. Alors, quand on nous dit que ce sont des substances de référence, ça veut dire que les substances qui ont été utilisées, qui ont été déposées ici pour faire la chromatographie, on est sûr qu'elles étaient pures. Ensuite, en D, on a déposé une solution S de saccharose. Et on nous précisait dans l'énoncé que on va supposer que la transformation était totale, mais également qu'initialement, dans la solution S de saccharose, qu'il n'y avait ni glucose ni fructose. Donc ici, on va se retrouver avec une tâche à la même hauteur que le saccharose. En E, c'est l'échantillon prélevé au cours de l'hydrolyse. L'hydrolyse donc n'est pas terminée, ce qui veut dire qu'au niveau de la réaction, on aura commencé à fabriquer du glucose et du fructose.
mais donc la réaction ne sera pas terminée, il restera du saccharose. Donc au niveau de la chromatographie, on doit avoir un reste de saccharose et la présence de glucose et de fructose. Donc on vient faire des tâches à la même hauteur que le saccharose et à la même hauteur que le glucose et le fructose. En F, c'est l'échantillon prélevé à la fin de l'hydrolyse, quand l'hydrolyse est terminée. Donc si l'hydrolyse est terminée et qu'on considère qu'elle est totale, ça veut dire qu'il ne reste plus du tout de saccharose, puisque l'eau avait été introduite en excès. C'est le saccharose qui a été le réactif limitant. Donc il ne reste plus de saccharose. Donc ici en F, on n'aura pas de tache à la hauteur du saccharose. On aura uniquement du fructose et du glucose. Vous remarquez qu'au niveau de la chromatographie, on ne peut pas différencier le fructose et le glucose. Ils donnent le même type de tâche. Voilà pour cet exercice. On poursuivra avec l'exercice numéro 23.